Bonjour, bienvenue parmi nous. Pour ceux qui aimeraient suivre la conférence et l'échange qui suivra en français, il y a des écouteurs disponibles à l'arrière de la salle, donc n'hésitez pas à les prendre. My name is David Malone. I have the privilege. David Malone, c'est un privilège pour moi de travailler au CRDI. C'est un privilège pour nous tous d'accueillir ici aujourd'hui Dipankar Gupta. C'est un personnage assez inhabituel dans un pays, donc un pays de 1,2 milliard de dollars. Il faut se lever tôt le matin. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il est un des sociologues, une des éminences grises en sociologie, mais il rédige aussi au sujet du développement de la politique en Inde. Très fréquemment, il est cité dans les médias en Inde, non seulement parce qu'il veut absolument faire part de sa perspective, mais les Indiens veulent savoir ce qu'ils pensent en matière de développement au sein de leur société. Il est complètement indien parce qu'il y a tellement d'Indiens qui ont été élevés ou instruits plutôt à l'extérieur. Il a fait toutes ses études en Inde. Il a fait ses études à l'école d'économie de Delhi à son apogée et plus tard dans l'université qui est nommée l'université Nehru, où il a enseigné pour la plupart de sa carrière. Il a été professeur à GNU. Il a pris sa retraite du GNU en 2009. Il a enseigné aussi pendant un certain temps à l'université de Delhi. Il a enseigné en fait un peu partout dans le monde, y compris à l'université de Toronto. Mais il est très populaire. On le réclame un peu partout et nous avons de la chance de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Il a rédigé plusieurs bouquins, 18 je crois. Je pense que vous avez le nom d'un ou deux de ses œuvres à plusieurs égards. J'ai appris à le connaître un peu. Ce qui était le plus intéressant chez lui de sa carrière, surtout à titre universitaire, c'est qu'il y a moins de 20 ans, il a fondé l'éthique, la division d'intégrité et d'éthique au KPMG en Inde et qu'il a dirigé pendant 8 ans d'ailleurs. Et je l'ai écouté un peu aujourd'hui. J'ai appris qu'il avait beaucoup appris alors qu'il était chez KPMG. Par la suite, cela donc lui a été utile pour sa recherche, ses travaux sur l'Inde en région rurale. Alors, sans défendre votre modestie davantage, vous avez la parole et nous aurons par la suite une période de questions-réponses par la suite. Alors, à vous la parole. Merci, David. Alors, j'aimais tellement ça, cette introduction, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et, en fait, c'est une... la presse m'est favorable chez moi. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Lorsque David m'a présenté, ça m'a rappelé de bons souvenirs du temps que j'ai passé en Inde. Au début, je me suis dit que c'était le Canada, le diplomate qui exerçait le plus d'influence dans notre pays. David a mentionné KPMG et les années que j'ai passées là. Et ça fait partie de ma présentation. Cet après-midi, toute la recherche, selon moi, est le résultat d'une provocation. En fait, moi, j'ai eu deux chocs. Ce que David a mentionné me rappelle ces deux chocs. Il y en a un, c'est, est-ce que je dois dire le recensement? Et le deuxième, on pourrait appeler la vérification. Le recensement, c'est qu'il y a plusieurs années, j'ai travaillé en région rurale, en Inde. West UP, c'est une province dans le nord de l'Inde. Et lorsque je suis revenue à mon université, il y avait une conférence où il y avait des savants de l'université qui présentaient
l'STP, un document, ils ont dit qu'il y avait énormément de travailleurs en région agricole dans les districts que j'étudiais également. Et ça m'a étonnée parce que moi, je n'arrivais pas à trouver de travailleurs agricoles dans les exploitations agricoles. Les gens qui étaient là travaillaient à temps partiel ailleurs ou développaient des fermes familiales. Alors, cette main-d'œuvre agricole, elle venait d'où? Nous ont donné 48 %. C'est ce que révélait le recensement. Et bon, alors on ne peut pas contredire le recensement. J'ai décidé de retourner dans les villages et j'en ai choisi 3 qui étaient dans le manuel du recensement, qui étaient dans ma région. Et j'ai fait un recensement personnel de ces 3 régions. Je suis allée à chaque foyer recensé. Je me suis rendu compte en bout de ligne que j'avais raison et qu'ils avaient tort. Et ce n'était pas quelques points de pourcentage, mais c'était de 27 à 28 points de pourcentage de différence. C'est tout un écart. Alors, je suis allée à l'agent qui surveillait ces recensements, puis je lui ai demandé d'expliquer la chose. Et puis, nous en avons parlé, nous en avons discuté ensemble. Il était bien clair que le recensement a passé plus de temps dans le village du responsable plutôt que dans les villages. Il a aussi fait une erreur et pendant qu'il a été formé, on lui avait averti, on lui avait dit que ce ne sont pas tous les villages et tous les ménages qui sont propriétaires fonciers et ces personnes-là ne sont pas nécessairement des travailleurs agricoles. On peut avoir des maisons et pas de terre, mais les gens qui habitent là ne sont pas nécessairement des ouvriers agricoles. Alors, lorsqu'ils sont formés, c'est un avertissement qu'on leur fait, mais ils l'ont probablement oublié, ils n'en ont pas tenu compte, et voilà pourquoi il y avait tant de travailleurs agricoles qui étaient mentionnés dans les recensements. Alors, j'ai fait un recensement et je me suis rendu compte que les agriculteurs, il y en avait pas mal. J'ai trouvé ça étonnant parce que je respecte l'échantillonnage. Et lorsque j'ai regardé ce recensement, ce sondage national qui est travailleur agricole, qui ne l'est pas, on peut faire ça à l'Internet. La définition d'exploitant agricole, c'est quelqu'un qui cultive sa terre ou la terre de quelqu'un d'autre pendant les 365 jours qui ont précédé. Qu'est-ce que ça signifie? On peut calculer une journée, 2 journées, 5 jours, 6 jours, et vous devenez agriculteur. Fermier. Et le ménage d'un fermier, c'est tout ménage où il y a un seul membre. Alors, 3 frères, il y en a un qui est médecin ingénieur, et le 3e, il y en a un qui est agriculteur, qui exploite sa terre 2 jours par mois. À ce moment-là, le ménage est désigné comme étant un ménage d'un agriculteur. Et le recensement et le NSS, il y a un problème. Le problème, c'est qu'ils doivent ça doit être convivial par la part au responsable du recensement parce que la personne qui fait le recensement ne doit être pas de confus. Lorsque je suis retournée dans les villages par la suite avec ses connaissances, j'ai demandé aux répondants bien clairement, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et ils me disaient, je suis agriculteur. Alors, je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites autre chose? Non, je suis agriculteur. On me rencontre tard l'après-midi ou le soir, puis on demande qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Il va vous dire, j'ai bougé de la terre, je conduis un rickshaw ou j'ai fait de la maçonnerie. Mais vous avez dit que vous êtes exploitant agricole? Oui, je le sais. Et puis ensuite, je me suis rendu compte du problème. C'était moi le problème. Parce que la personne qui dit je suis exploitant agricole croit réellement qu'il l'est même s'il n'exploite pas. Il pense qu'il est agriculteur parce que c'est le seul travail qu'il connaît vraiment. Il peut sentir l'humidité dans l'air, il comprend ce qui se passe sur le sol, il sait si oui ou non la terre est assez humide ou non, ou mettre de l'engrais ou non, ou de l'irrigation par la suite, comme il va vous l'expliquer. À ce moment-là, le sol devient brûlé, il faut attendre que les crevasses se remplissent avant de recommencer, mais il n'avait pas énormément d'occasion d'exercer ou de faire profiter sa connaissance parce que tout ce qu'il avait, c'était probablement la moitié d'un hectare comme terre. Alors, on ne peut pas faire pousser grand-chose, quelques légumes, quelques céréales, mais c'est à peu près tout. Il ne peut pas gagner sa vie
en exploitant sa terre alors qu'il est agriculteur, qu'il est fermier. Lorsque j'ai noté, moi, dans mon agenda, qu'il a dit que telle personne avait dit qu'il était agriculteur, mais il croit qu'il est agriculteur, il veut être agriculteur, il est sincère, mais il n'exploite pas sa terre. Et de fait, voilà pourquoi, avec les macro-statistiques, on commet souvent des erreurs. Je dois aussi souligner que dans le passé, je demandais à ces agriculteurs, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez un emploi? C'est l'expression que j'utilisais. Est-ce que vous avez un travail, un emploi? Ils me disaient non, j'ai pas de travail. Et par la suite, s'ils n'avaient pas de travail, n'avaient pas de poste, comment est-ce qu'ils arrivaient à joindre les deux bouts? Je me suis rendu compte que j'utilisais la mauvaise expression. Nokri, ce n'est pas le terme que j'aurais dû utiliser. J'aurais dû utiliser mazduri. Et ça veut dire travailler. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes payé à l'heure, à la semaine, mais jamais au mois? Alors, payé au mois, vous dites que vous êtes nokri, vous avez un emploi régulier. Alors, c'est beaucoup. Nokri, mais dans la plupart de ces villages-là, de façon réaliste, on rêve d'un nokri, mais en réalité, lorsqu'ils attendent l'autobus le lendemain ou qu'ils se retrouvent, il y a un entrepreneur qui va leur donner un emploi pendant une journée en faisant quelque chose. Alors, ils ont peut-être fait de la maçonnerie, des menuisiers, de la menuiserie, mais ils ne maîtrisent pas ces travaux, mais ce n'est pas nécessaire réellement. Alors, on ne doit pas croire les chiffres, les statistiques simplement parce qu'ils sont imprimés. On doit les mettre à l'essai. Et la seule façon de les mettre à l'essai, je crois, c'est que si vous employez la vérification sentir. Alors, est-ce que les chiffres sentent comme ils doivent sentir? Alors, s'ils sentent, et ça, il faut avoir une certaine connaissance dans le domaine. Sinon, vous serez susceptible de croire les chiffres que l'on vous remet au plan statistique. Et des chiffres de cette façon-là, on peut être... Il y a tellement de chiffres qui nous viennent de tellement de sources nécessaires que ça devient ridicule, mais est-ce que vous allez saisir les fonds des statistiques? Je ne crois pas. Alors, je dis à mes étudiants, à moins d'avoir fait du travail sur le terrain, n'ouvrez pas ces livres, ne lisez pas ces statistiques. Il faut avoir un sens de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui correspond à sa propre expérience et ensuite utiliser les statistiques. Alors, voilà. Et la deuxième chose qui m'a étonnée, c'est la vérification. Lorsque je suis allée vérifier ces entreprises, plusieurs de ces compagnies sont belles à l'extérieur. Le parterre est très beau. Les gens qui dirigent parlent anglais, connaissent tous le jargon de mon entreprise, utilisent des mots comme le volant de possibilités. Et ils ont étudié à tous les pays les bons bon établissement d'éducation. Alors, vous allez dire que ces personnes-là sont d'une bonne classe, mais lorsqu'on fait des vérifications, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces organisations. Nous en sommes rendus compte parce que souvent, il y a des gens qui y travaillent là, mais on nous a dit qu'il y en avait plusieurs de nos clients internationaux qui ont dit que lorsqu'on fait une vérification, on doit leur dire à l'avance combien. Il s'agit d'être poli, puis on leur dit, si on dit oui, mais à ce moment-là, il faut tout simplement 20 minutes pour corriger les livres, se débarrasser des gens qu'on ne veut pas qu'ils soient vus. Alors, nous avons fait des vérifications surprises. Et même lorsque nous l'avons fait, lorsqu'on entrait, la clôture s'ouvrait, et puis il y en a des centaines qui s'enfuyaient. Alors, ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'on a pris de jeunes vérificateurs, qui vérifiaient les portes de sortie, les clôtures, et il y avait des gens là avec des caméras et des magnétophones, et puis on prenait des photos des travailleurs lorsqu'ils quittaient. Voilà comment nous avons pu réellement saisir le pouls de cette compagnie. Nous avons, à un moment donné, nous pouvions deviner. On savait dans un ou deux endroits où on gardait les dossiers, pas à nous, pas au gouvernement, pas aux journalistes à qui ça pouvait intéresser. Ça se gardait à deux ou trois endroits. Et il y en a un, c'est la maison du gardien. Lorsqu'on accomplissait ça, on réussissait presque toujours. On avait les vraies statistiques, mais nous nous sommes rendus compte ensuite qu'il y a un lien très serré
entre la main-d'œuvre non structurée qui travaille là, qui semble assez bon, mais ces gars-là se sauvent lorsqu'on entre et on leur dit à l'avance et les vérificateurs viennent, sortez. N'attendez pas qu'on vous dise quittez, tout simplement. Je me souviens d'être allé à une usine à Punjabi. Nous sommes allés à la fin de la journée. Les propriétaires nous ont dit qu'on avait seulement 2 quarts de travail. On n'avait pas le soir. Alors, c'était une journée de travail de 8 heures, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Il y avait anguille sous roche. Alors, nous sommes revenus plus tard le soir et le gardien nous a permis d'entrer parce qu'il a demandé le matin au propriétaire. On avait déjà été, on avait la permission. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un 3e quart de travail. Et puis, c'était la foire. Donc, il y a des gens qui ont sauté dans des gros sacs de coton, sauvé, parce que les vérificateurs de KPMG sont arrivés. Alors, vous pouvez vous imaginer ce qui se passe. Et je n'aurais jamais eu accès à cette information-là. Voilà pourquoi je suis tellement reconnaissant que j'ai travaillé à titre de partenaire au KPMG. Sinon, je n'aurais jamais connu ce côté de la médaille. Mais n'oubliez pas qu'on parle de la technologie de l'information, le secteur de la main-d'œuvre et c'est en Inde, c'est ce coin de maison. Et en 1991, on avait contribué 0,78% du PIB. En 2008-2009, ça représentait environ 7%, et je crois que en 2009, c'est arrivé à 7,9%, puis ensuite, il y a eu la dépression internationale. Mais ce secteur de la technologie de l'information, tout réuni, interprétation la plus généreuse, et en se fondant sur une organisation qui s'appelle NASCOT, Technologie de l'information, on s'est rendu compte qu'ils emploient un peu plus de 2,5 milliards de personnes, un pays de notre taille, 2,5 milliards, étant donné l'effet cascadeur, ça ne représente pas grand-chose. Alors que les travailleurs qui étaient inscrits dans plusieurs des petites entreprises, alors est-ce qu'ils ne sont pas des gens qui vont sauver? Mais il y a peut-être un dixième. Alors, il y a ce secteur du TI, mais il y a tout cela aussi dont il faut tenir compte, et ça, je ne l'aurais jamais su si je n'avais pas eu cet accès privilégié, et je l'ai eu à cause du KPMG. La plupart d'entre nous, nous étudions des entreprises assez illustres. Il y a certaines banques, des services financiers, télécoms. Mais le tout réuni, lorsqu'on les réunit, et cela représente une très petite partie de notre monde d'entreprise, du monde d'affaires. Et on pourrait même dire que le secteur des idées, c'est le seul joyau. Il y a tellement de choses qui se passent ailleurs. Et ces deux chocs m'ont mené à faire l'enquête dont je vais vous parler, ma propre recherche sur le sujet. Alors, à moins qu'on comprenne d'où viennent ces gens, qu'est-ce qui les pousse à venir travailler ailleurs au pays? On pourra contribuer à une politique qui pourrait faire de l'Inde un pays plus prospère et plus stable, un pays développé, non seulement un pays axé sur la croissance. Et j'aimerais prendre mes deux recherches dans le domaine de l'agriculture, d'études rurales, et ce que j'ai appris pendant que j'étais vérificateur. Je combine le tout et je constate que cela est très utile parce que un côté éclaire l'autre. Et ainsi, on obtient un axe très utile qui forme le pays. Ce n'est pas une relation à sens unique qui a des impacts sur le milieu rural qui change, bien sûr, mais les deux côtés sont interreliés et s'affectent l'un l'autre en même temps et de façon qui ne sont pas toujours prévisibles. Alors, d'où viennent tous ces travailleurs et pourquoi viennent-ils travailler comme une main-d'œuvre non spécialisée dans toutes sortes de conditions? Il y a peut-être de bonnes raisons. En effet, l'agriculture n'est plus ce qu'elle était jadis. En Inde, comme vous vous souviendrez, quand on est devenu indépendant en 1947, bon, l'année 50, on sait à peu près 57% du PNB de l'Inde
venait de l'agriculture. Et les dernières statistiques, toutes récentes, révèlent que ça représente 13,9 % du PNB, donc de 56 à 13,9. Donc l'agriculture n'est plus vraiment un pilier. Parallèlement, on nous dit que 68 % et plus de la population de l'Inde vit dans les villages. Comment est-ce possible si 68 % vivent dans des villages? L'agriculture ne contribue que 13,9 % du PNB et c'est évident qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, il faut aller au fond des choses. Eh bien, c'est bien simple parce que on a une masse de gens qui vivent en village ne signifie pas nécessairement qu'ils cultivent la terre. C'est ce que je vais essayer d'étoffer un peu pour vous. Mais vous devez comprendre cela dès le départ. Moi, je ne le savais pas, je l'avoue. Je croyais que les gens qui vivaient dans les villages devaient être essentiellement des fermiers, des agriculteurs. Mais j'ai changé d'idée. Ils peuvent migrer d'un village à un autre. Mais je n'avais pas vraiment accordé d'attention à cette caractéristique. Mais à cause de la réforme agraire, à cause de l'abolition des fiefs, ce qui est arrivé depuis 40 ans, il y a eu fragmentation des titres fonciers à tel point que 85 % des titres fonciers représentent moins de 2 hectares, 67 % moins de 2 acres. Oubliez les hectares. Donc, quand on a des terrains de cette taille, c'est tellement petit, ce sont des lopins, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un fermier puisse gagner sa vie de la terre, surtout s'il a 3 enfants. Hein? Il y a trop de bouches à nourrir, il faut se débarrasser de quelques-uns, donc il faut chercher des possibilités à l'extérieur du village. Je me souviens la première fois où je suis allée dans le nord de l'Inde, dans des villages vers la fin des années 70, début 80, il y avait des gens dans les villages qui riaient de moi. Ils disaient, bon, qui es-tu, tout maigre, etc. Regarde-nous, nous sommes grands et forts, regardez nos mains comparées aux vôtres. Mais à la fin des années 80, ces mêmes personnes voulaient que je leur trouve des emplois pour leurs enfants, quelque chose auquel ils n'auraient jamais pensé auparavant, à la fin des années 70, quand ça commençait à mal tourner, mais ils étaient sans doute en déni à l'époque. Alors, c'était absolument clair qu'ils ne pouvaient plus gagner leur vie avec l'agriculture. Il leur fallait donc se trouver une porte de sortie et ils en étaient désespérés. Alors, avec les propriétés de cette taille et la fragmentation qui ne cessait, de toute évidence, il y avait énormément de pression qui se créait pour qu'ils partent. Alors, il y avait des agriculteurs dans les années 70, des fermiers de modules, c'est-à-dire qui étaient propriétaires de moins d'1 acre. C'est à peine si on peut appeler cela un fermier. Bon, cela représentait 56,6 %. Et au moment du dernier recensement, on a vu qu'il y avait une augmentation de 2 % de ces fermiers modulaires, c'est-à-dire les petits et moyens fermiers devenaient des fermiers de modules maintenant à cause de la subdivision des terrains. Et quand j'étais au collège, j'ai lu beaucoup de livres par obligation, bien souvent. On disait que les grands propriétaires fonciers qui étaient ambitieux, qui profitaient des petits fermiers, quand je suis allée étudier dans les années 80, pourtant je n'ai pas trouvé ces gens sur place, moi. Je me suis dit, je ne dois pas être au bon endroit, mais je me suis rendu compte que les villages avaient beaucoup changé depuis le moment où j'avais lu ces livres et depuis le moment où ces livres avaient été écrits, parce que maintenant on n'avait plus de grands propriétaires fonciers comme cela. En fait, en 1960, il y avait à peu près 3,8 % des fermiers qu'on aurait pu appeler les grands propriétaires fonciers. Donc, il y avait plus de 25 acres de terrain. Ce n'est pas beaucoup pour vous ici, mais là-bas, ça l'est. Et ces gens contrôlaient 30,8 % des terres arables où on pouvait récolter. Donc, en 2005, ce chiffre était passé à 0,8 % et les régions cultivaient 1,8 %. Donc, 11,8 %.
régions cultivées. Alors, une diminution des deux côtés, le nombre de personnes qui sont grands propriétaires fonciers et le pourcentage de terres cultivées qu'ils contrôlent. D'autre part, il y a eu une augmentation énorme du nombre de fermiers modulaires et avec de bonnes raisons. Alors, on se retrouve avec des exploitations agricoles familiales, finalement. Ces petites fermes comptent déjà trop d'habitants. Et donc, il fallait penser à autre chose pour les enfants. Qu'êtes-vous obligé de faire, donc? Vous devez jouer le marché. C'est évident. Il faut produire des choses qui peuvent être vendues sur le marché. Et c'est ce qui crée énormément de pression. On peut parler aussi du taux de suicide chez les fermiers, ce qui est très élevé aujourd'hui. Mais à moins de commercialiser sa commercialisation, même sur un petit lopin, on ne pourra pas arriver. Alors, c'est pourquoi, avec en 2010, ou maintenant même, on peut dire qu'il y a 20 millions de bumps au pays sur des terres cultivées et sur des terres engraissées. Donc, beaucoup d'argent qui est versé dans les intrants de l'agriculture, les intrants agricoles. C'est beaucoup. Et si vous pensez aux récoltes commerciales, comme la plupart des récoltes, comme vous savez, la production de produits alimentaires diminue, point de vue pourcentage, et les récoltes commerciales augmentent. Pourquoi? Parce que si vous avez un peu de chance, et que la récolte est bonne, le marché est bon, c'est comme gagner la loterie. Par exemple, si vous produisez du coton et que tout va en votre faveur, vous avez gagné la loterie avec une seule récolte. Mais si les conditions ne sont pas excellentes, eh bien, vous vous endettez davantage. Mais c'est le risque que les paysans pauvres vont prendre parce que les pauvres risquent beaucoup, en fait. Ils courent des risques que vous et moi ne prendrions pas, fort probablement. Non seulement risquent-ils avec leur argent, mais aussi en pensant à l'avenir qui ne serait pas dans l'agriculture du tout. Regardez le secteur de la fabrication. En 1974, la contribution rurale à tout le secteur de la fabrication de laine était moins de 24 %. En 2008, on était à 43 %, une augmentation de 15 %. La contribution du secteur de la fabrication dans le secteur rural est incroyable. Donc, vous pouvez voir combien de la production rurale ne porte pas sur l'agriculture. En fait, selon les dernières statistiques relevées, et ça fait un petit bout de temps, un peu plus de 10 ans, ces statistiques ont révélé, il y a plus de 10 ans, que 45,5 % du produit intérieur brut rural n'est pas agricole. À peu près la moitié de ce qui est produit n'est pas agricole. En fait, ce n'est pas agricole. En d'autres mots, les villageois dépendent de ce qu'on appelle de l'emploi rural non agricole. Et cela croît très rapidement. Et ça, c'est une caractéristique sur laquelle j'aimerais insister parce que il faut comprendre ce type d'emploi avant de comprendre ce qui se passe aujourd'hui vraiment. 68 % de l'Inde vit dans les villages. Il y a de l'emploi rural non agricole, 45,5 % de produits intérieurs bruts qui n'est pas agricole. La contribution du secteur de la fabrication dans le secteur rural et dans toute l'Inde est à peu près de 42 %. Alors, que font les 16 % dans les villages? Si vous regardez les statistiques migratoires, vous voyez que le recensement de 2001 indique, le dernier recensement n'est pas encore prêt, donc on parle de 2001. Et les statistiques nous disent que 50 % de toutes les migrations au pays se font d'un village à un autre. 50 % de toutes les migrations. Ainsi, vous pouvez vous imaginer à quel point les gens déménagent d'un village à un autre. Vous demandez peut-être pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à côté? Eh bien, les villages d'Inde aujourd'hui sont parsemés de petites industries un peu partout, qui s'établissent un peu partout. Et la plupart des gens vont d'un village à un autre en quête de travail.
Donc, c'est 43 de la raison d'émigration, une augmentation de 11 depuis le dernier recensement. Donc, les gens se cherchent du travail. Ça ne représente peut-être pas grand-chose pour vous, mais écoutez, le gros de l'immigration se font parce que les femmes se déplacent après le mariage aussi. Donc, on ne doit pas tenir compte de ce groupe. Même à cela, 43 de la population déménage parce qu'ils cherchent du travail. C'est un chiffre énorme. Donc, la raison d'immigration, donc, on va d'un village à un autre en quête de travail non agricole. Donc, dans les petites unités qui produisent toutes sortes de choses, comme des tapis, des bijoux, toutes sortes de produits de métal, de cuir, de textile, des tapis. Et dans les beaux jours de l'Inde, le marché du tapis en 2007, par exemple, l'Inde contrôlait 80% du commerce des tapis dans le monde. Et pas les tapis de soie, mais des tapis bien ordinaires là qu'on mettait dans les garderies pour enfants, que Ikea achetait, ce genre de choses. Et savez-vous où est la ceinture du tapis? Le secteur le plus pauvre de l'Inde, en fait. Et si vous vous demandez pourquoi pourquoi en est-il ainsi? Vous savez, j'ai appris que dans le recensement, il y a une partie qui parle des maisons et de leur utilisation. Et en étudiant cette catégorie, j'ai appris que dans les villages, le nombre de maisons qu'on utilise comme ateliers dépasse de loin le nombre de maisons qu'on utilise comme ateliers dans les régions urbaines. Il y a plus de maisons dans les régions rurales qu'on utilise comme des ateliers de travail que dans les milieux urbains. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que plus la région est éloignée, plus on retrouve ce genre d'atelier. L'autre point intéressant, c'est que plus la région est éloignée, eh bien, plus il y a d'hommes qui travaillent dans ces ateliers. Ce n'est pas que c'est une industrie féminine seulement. Non, les principaux gagne-pain travaillent dans ces ateliers-là. Et plusieurs viennent aussi dans le monde urbain. Et ça, c'est une caractéristique qu'il faut étudier avec soin parce que l'Inde urbaine a pris beaucoup d'expansion très rapidement, mais pas comme on l'aurait cru dans les années 90 ou même au début des années 2000. C'était une autre paire de manches. Par exemple, pour la première fois en Inde, on a un certain nombre de populations urbaines qui dépasse le nombre de la population rurale. La population urbaine a grandi de 91 millions, 0,3% de plus que la population rurale, même si le point de départ était beaucoup plus bas techniquement que dans la population rurale. La population urbaine a augmenté de 31%, la population rurale de 13%. Donc, c'est ce qu'on appelle les villes aussi d'1 million et plus. Depuis le dernier recensement, on sait qu'on a 17 villes de 1 million et plus maintenant. 18, en fait. 18 villes de plus d'1 million de plus. Alors, 72% de plus de villes de catégorie 1. Et énormément aussi de nouvelles villes. Donc, une explosion dans les milieux ruraux qui deviennent maintenant des petites villes et des grandes villes. Les régions rurales se sont regroupées, ont grandi pour maintenant devenir des villes, des petites villes qui sont donc maintenant devenues urbaines. Alors, il n'y a pas si longtemps, il s'agissait de villages, mais voilà, quelques années plus tard, ils sont devenus de petites villes. C'est ainsi que l'évolution se déroule aussi vite que cela. Pourquoi est-ce que ces petites villes devraient croître si rapidement? Durant les années 90, la principale attrait pour la migration était des méga-villes comme Delhi et Bombay, Calcutta également. Et ils ont énormément pris d'expansion. Et le dernier recensement est intéressant, et c'est bien logique d'ailleurs. Alors que Delhi a grandi d'à peu près 50% depuis entre 91 et 2001, de 2001 à 2011, l'expansion n'a été que de 26%. Bombay, 30% la dernière fois, et cette fois, 12,6%. Et si on prend la région métropolitaine de Delhi et de Bombay, pas les grands secteurs adjacents, on voit que les populations
population est plus ou moins stable. Alors, la croissance démographique se fait ailleurs, mais pas dans les villes. Et la raison est simplement la suivante. Si l'on tient compte du fait qu'il y a la main-d'œuvre non structurée et que le gros des entreprises de cette nature-là qui utilisent vraiment la main-d'œuvre non spécialisée et qui produisent des produits pour exportation, on se demande pourquoi est-ce qu'un entrepreneur devrait venir dans une grande ville pour s'établir? Ça coûte bien trop cher. L'immobilier à Delhi est incroyable. Un bail à Bombay, c'est impossible. Alors, il n'est pas nécessaire d'être établi à côté d'une banque pour faire des affaires. Pourquoi s'établir un bureau à Bombay? On va dans une petite ville, quelque part, on s'établit et on commence à travailler. Et on a de la main-d'œuvre bon marché. Alors, plus on est loin de Delhi, meilleur marché sera la main-d'œuvre. C'est pour cela qu'on trouve des petites villes qui prennent énormément d'expansion très rapidement. Delhi, comme je vous l'ai dit, c'est stabilisé plus ou moins comme Bombay, mais un endroit comme Loni, par exemple, qui n'est pas facile à trouver sur une carte géographique, a cru de 110 %. Et un autre endroit, 107 %, Gungar, 73 %, Ghaziabad, 74 %. Des augmentations énormes dans des secteurs inconnus, n'est pas dans les endroits habituels. Et ce genre d'augmentation ne peut être comprise que si on se souvient de la première partie de l'histoire, c'est-à-dire que l'exode des villages vers d'autres villages et vers la ville, qui pour former ensuite des petites villes dans ces villages, c'est parce que l'entreprise qui travaillent vraiment, qui offrent du travail, c'est ceux qui offrent du travail à de la main-d'œuvre qui produisent pour le marché de l'exportation. Qu'est-ce qu'on produit pour ce marché de l'exportation? Eh bien, il faut aller, par exemple, en Allemagne, en Chine, au Japon un peu moins, et on achète la machinerie qu'il faut, et puis on est en affaires parce qu'on a une armée de main-d'œuvre non spécialisée à son service. Il suffit d'avoir quelques personnes qui assurent le contrôle, mais dans l'ensemble, on n'a pas besoin de rien de plus. Les machines sont tellement bonnes que c'est impossible de faire une erreur. Il faut être très novateur pour pouvoir faire une erreur avec ces machines. Ce sont d'excellentes machines. Vous pouvez faire des pièces automobiles, vous pouvez faire des moules en plastique, toutes sortes de choses. Impossible de faire une erreur. Il faut très peu de formation parce que les machines sont tellement bonnes. Alors, si vous êtes couturier, alors il faut une certaine expertise, mais non, les machines sont tellement bonnes que tout ce qu'il faut faire, c'est de tenir le tissu, ligne droite, et la machine, avec ses boutons, va coudre des boutons, vous aidera à faire des rideaux. Donc, raccourcir sa jupe, tout ce qu'il faut faire, c'est changer le bouton. Et le tissage de tapis, c'est très simple. Il faut un mois et demi pour apprendre comment tisser des tapis, mais les gens ne veulent pas faire ces choses-là. J'ai passé du temps dans la région des Soubi, fabrication de tapis. Je suis allée à plusieurs villages et je ne trouvais pas les hommes que je croyais qui y seraient la moitié du ménage. D'après le sondage, on dit que 35 % des ménages, ce sont les femmes qui dirigent le ménage dans les villages. Ce n'est pas parce que le mouvement des droits des femmes, c'est tout simplement parce que les hommes sont partis et puis ce sont les femmes qui les ont remplacés. Voilà pourquoi on a ces ménages dirigés par des femmes, mais ils prennent aussi des décisions par rapport à l'éducation, la santé, etc. Et c'est une bonne chose puisque les enfants, les mères exercent beaucoup plus de pression pour que les enfants aillent à l'école plutôt que les pères. Mais lorsqu'on demande aux hommes, qu'est-ce que vous voulez? On va installer une manufacture. Les femmes, qu'est-ce qu'on leur demande ce qu'ils veulent? Elles vont dire, on veut une école parce qu'elles pensent à l'avenir. Mais lorsque je suis allée dans ces villages, il y avait presque peu d'hommes dans la catégorie d'âge de travail. Mais je suis allée dans certains villages dans la même région. Et puis là, j'ai trouvé qu'il y avait toutes ces personnes qui traînaient, qui flânaient. J'ai dit, alors vous êtes fermier, mais plus maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tisse les tapis. Quand est-ce que vous avez appris ça? Notre père nous a appris comment le faire lorsque j'avais 9-10 ans. Ça a été de la main-d'œuvre infantile. Combien de temps ça a pris? Un mois et demi. Pourquoi est-ce que votre père vous a appris à faire ça? Parce que l'agriculture était incertaine, même à l'époque. Alors, c'est bien d'avoir une autre corde à son arc. Alors, et ensuite,
La question était tout simplement ceci. Les personnes demandaient la question, après ces questions-là, et est-ce que vous avez appris à vos enfants à tisser des tapis? Et croyez-moi, à 100%, ces personnes-là ont dit non, sans exception. 100%, ils ont dit non. On ne veut pas que nos enfants tissent les tapis. Regardez ce que ça nous a donné. On ne veut pas qu'ils se retrouvent ici. On veut qu'ils puissent s'en sortir. Alors, il y a ce travail. Ils avaient les mains dans les poches, mais ils ne voulaient pas tisser des tapis. Ça, c'était bien clair. Ce qu'ils cherchent, c'est un signal en quelque part. Ils veulent qu'ils puissent partir, aller dans une ville, aller dans un bas-fond, alors n'importe où, mais pas là. Alors, si vous regardez par rapport aux indicateurs de développement, ces régions, il y a eu une augmentation importante de la population qui habite dans les bidonvilles. Voilà où se retrouvent les activités économiques. Voilà pourquoi on a un endroit comme Jaipur, de 93 à 2007, Jaipur, la population a augmenté de 106% dans le bas-fond. Alors, il y a une autre ville importante en Inde. Et j'y étais à l'époque et j'ai remarqué le nombre de gens qui taillent les diamants dans le domaine des bijoux. Et de 83 à 88, 5-6 ans, la population a augmenté dans les bas quartiers de 53%. Alors, regardez à l'extérieur de Delhi. À Delhi, c'est 20%, mais à l'extérieur, à Delhi, à Firouzabad, il y a la population là qui est de 40 à 50%, 46% à Firouzabad et 53% à Mérite. Il y a donc cette croissance des quartiers pauvres, non seulement dans les gros centres urbains, mais plusieurs quartiers pauvres dans les plus petites villes qui ont à peine atteint le statut de ville, le nombre de quartiers misérables. Et je me suis rendu compte que voilà comment se fait la croissance en Inde dans les petites villes. Il y a les quartiers misérables qui augmentent, les bidonvilles, parce qu'on a toujours dépendu du secteur à faible revenu pour se tailler une place pour pouvoir pénétrer dans le marché international. Et voilà pourquoi on a connu la croissance dans les années passées. Ce qu'il nous faut, c'est aller encore au-delà de cela dans le développement, et ça ne se fera pas du jour au lendemain, à moins de pouvoir se charger de la main-d'œuvre non structurée pour qu'ils deviennent structurés, et ça exige un certain niveau d'intervention en matière de politique et certaines des interventions à laquelle je participe. Mais alors, pourquoi les bidonvilles? Pourquoi pensez-vous qu'il y a de l'espoir là? Parce que les gens disent que dans un bidonville, ça va être différent demain. Dans un village, on sait que demain ressemblera à hier. Mais dans les bidonvilles, la situation est différente. Il y a de l'espoir. Parce que voilà où il y a une possibilité de travail, de poste, mais aussi les gens, on n'a plus qui savent lire et écrire. Le niveau de pauvreté est plus faible dans les bidonvilles en 2001. Dans les bidonvilles, on n'a pas les chiffres pour 2011, mais en 2001, 74% des personnes qui se retrouvaient dans les bidonvilles savaient lire et écrire, alors que le taux d'alphabétisation était de 67%. Alors, c'était plus élevé dans les bidonvilles aujourd'hui, 73% de par le monde et 74% dans les bidonvilles. Les gens qui vont là ne savent pas écrire et lire lorsqu'ils arrivent, mais les gens qui viennent dans les quartiers pauvres, les bidonvilles, ne savent pas trop écrire et lire, mais ils vont à l'école. Dans les bidonvilles, ils vont à l'école et ensuite ils apprennent à lire et à écrire. Voilà pourquoi le bidonville n'est pas un endroit sans espoir. Il y a très peu de personnes en dessous du seuil de la pauvreté. À un moment donné où le gouvernement de l'Inde officiellement reconnaît que 28% des citoyens vivent sous le seuil de la pauvreté. Les taux de mortalité sont plus faibles dans les bidonvilles. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les bidonvilles et dans les villages, chez les pauvres, on met l'accent sur l'éducation. Ce qui est très impressionnant et en fait émouvant. En 80, c'est pas longtemps pour des gens de mon âge, en 82% des enfants de l'Inde allaient à des écoles privées et maintenant, et là je parle de 2011, maintenant 51% des enfants indiens dans les régions urbaines vont à des écoles privées, 21% en région rurale vont à des écoles privées. C'est une augmentation faramineuse parce que école privée, laissez-moi vous expliquer,
Ce n'est pas le type d'école privée qu'on connaît ici. Ce sont des petites écoles d'une pièce, 2 pièces. La seule différence, c'est qu'on doit payer pour aller là. Et l'enseignant arrive, vient, on apprend un peu plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus que ce qu'on apprendrait dans un village, dans une école publique. Mais les parents le peuvent envoyer leurs enfants à ces écoles privées. Je mentionnais un peu plus tôt que je connais 2 familles qui vivent sous le seuil de la pauvreté à UP, qui envoient leurs enfants à une école privée. Et à ce moment-là, lorsque je le dis, ça m'attriste parce que je ne crois pas qu'un parent devrait faire ce type de sacrifice pour que les enfants soient instruits, parce qu'ils se resserrent la ceinture de constamment, puis en fin de compte, il ne reste plus de ceinture du tout. Ils usent la boucle. Ils font tout leur possible pour envoyer leurs enfants à une école privée, pour leur donner toutes les chances possibles dans la vie. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon allocution Abandon de village pour tenter de sa chance en bidonville. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est merveilleux de vous écouter. Il y a 1 ou 2 choses que j'ai oublié de vous dire lorsque j'ai présenté notre invité. Il y en a une qui est pertinente pour le Canada. Ce serait très étonnant si la Banque du Canada avait sur son conseil d'administration un sociologue. Et de fait, peut-être qu'il y en a un, mais cela nous étonnerait. Des pancartes, de fait, fait partie du conseil d'administration de l'équivalent indien, la banque, la Reserve Bank of India, l'équivalent de la Banque du Canada. Alors, on semble comprendre en Inde que les économies élevées, pour ainsi dire, se rapportent à tous les autres volets de l'économie. Et plus on en connaît de la société, de l'économie au complet, mieux les politiques seront meilleures, tenant compte de tous les défis qui se posent en matière de politique en Inde. C'est une chose que je voulais mentionner. Il y a une deuxième chose également, et c'est que Dipankar est chez lui au Canada parce qu'il a marié une femme de Calgary et puis elle est retournée à Delhi avec lui. Et j'aurais aimé la voir ici, mais malheureusement, il y a un des membres de sa famille qui est malade et donc elle n'a pas pu venir. Alors, place à la discussion. Il y a 2 micros dans la salle. Un à ma droite, de ce côté-là, votre gauche, et l'autre à gauche. Posez votre question devant un microphone si vous avez une question ou une remarque. Je pense qu'on aura plusieurs questions. Allez-y. Et veuillez vous identifier lorsque vous posez une question. Nina Ravichandran. Je travaille pour le CRDI, un programme intitulé Innovation pour un développement inclusif. J'ai 2 questions. En Inde, typiquement, on voit ce secteur qui contribue au PIB, emploie moins de personnes. Par exemple, le secteur de TI, comparé aux plantations en pleine indépendance, une contribution très élevée. Et maintenant, ça ne représente que 5 ou 6, très peu, mais emploie énormément de personnes. Quelle serait votre recommandation? Comment faire en sorte que ce grand nombre de personnes, quelle est la trajectoire qui conviendrait le mieux? Et ma deuxième question, il s'agit d'hommes-femmes. On sait que de par le monde, le nombre de femmes dans le secteur non structuré est très élevé. Ensuite, vous nous avez raconté une belle histoire au sujet de migration. Alors, les femmes, quels sont leurs choix? Est-ce qu'elles sont limitées parce qu'elles ne peuvent se déplacer aussi facilement que les hommes? Et comment peuvent-elles garder leur économie axée sur un marché non structuré? Je vais vous parler des femmes d'abord. C'est toujours mon sujet préféré. Comme je vous ai mentionné plus tôt, le nombre de femmes qui dirigent, femmes de ménage, les hommes ne sont plus là, donc ce nombre a beaucoup augmenté. Ce sont les femmes qui ont pris leur place. Ce ne sont pas tout simplement les femmes
secteur non structuré, ce sont les hommes, plus d'hommes que de femmes dans le secteur non structuré, les villages, plus que les régions urbaines. De fait, ça m'a surpris lorsque je faisais mon travail. Je garde des dossiers, j'étais impressionnée du fait qu'il y a le nombre de femmes du secteur non structuré, par exemple dans des domaines comme faire des allumettes ou des bâtons d'encens ou ensuite, on a aussi le tapis, la broderie. Ce sont des hommes qui font de la broderie. On va dans les bas-fonds de Bombay, vous trouvez que ce sont les femmes qui sont en train de broder dans des petits ateliers. De fait, ils vont voler l'électricité pour faire le travail, mais ils le font quand même. Alors, ce n'est pas uniquement les femmes. Mais devenons structurés, c'est un problème. Mais aussi à cause des mouvements migratoires dont je vous ai parlé, où il y a rural à rural et rural à urbain. Rural à rural est plus spectaculaire et c'est peut-être l'orientation pour l'avenir, mais il n'en demeure pas moins que ça mène donc à un rapport homme-femme qui n'est pas égal. Alors, dans les grandes villes et dans les bas-fonds, il y a un manque, quelquefois c'est de 82 sur 100. Et c'est parce que les hommes partent d'abord. Et s'ils ont un poste régulier permanent, et c'est seulement à ce moment-là que la famille va avec eux. Sinon, la famille reste dans le village et l'homme va visiter de temps à autre le village lorsqu'il a le temps de le faire. C'était au sujet. Alors, voilà la réponse pour les femmes. Et la première question? Alors ça, oui, c'est la question importante. Et j'y participe et j'espère que nous pourrons installer quelque chose bientôt. Et ça peut se passer seulement avec ce programme qu'on appelle l'inclusion financière. Si on demande à des entrepreneurs individuels de rehausser leurs normes morales, on demande, c'est trop demandé. Parce qu'ils sont là pour faire de l'argent, puis tout le monde fait de l'argent de cette façon-là. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut instaurer des systèmes qui font en sorte que c'est difficile que la main-d'œuvre non structurée demeure non structurée. Voilà. L'inclusion peut jouer un rôle, c'est un sujet intéressant, puis on a discuté même maintenant. L'inclusion financière, c'est là où tout se fait, ce n'est pas souterrain. Alors la situation est telle que ce serait difficile et pas très attrayant pour la main-d'œuvre et pour les entrepreneurs de fonctionner de façon clandestine. À moins que les conditions là soient propices, vous n'aurez pas de main-d'œuvre structurée malgré tous vos efforts. Il y a des mécanismes que l'on peut utiliser. De fait, je ne sais pas si je l'ai mentionné plus tôt, mais lorsque je travaillais à ce thème pour l'inclusion financière, je pense que on a les outils, on a les machines. Un correspondant de la banque peut aller d'un village à la fois. Il peut vous lire vos empreintes, vos iris et bon, s'occuper de votre compte bancaire. Il ne faut pas avoir une succursale bancaire dans chaque village. Le représentant de la banque peut le faire. La technologie existe. Tout ce qu'il vous faut, c'est un téléphone avec un service le plus élémentaire pour faire ouvrir ce compte. Et Londres, parce que tout le monde a un téléphone mobile. Ça coûte combien pour donner un téléphone de base à chaque chef de ménage? On peut le faire. La technologie existe pour le faire à votre service. Et maintenant, il y a la partie organisation. Et voilà où le bas blesse. Merci beaucoup. Je m'appelle Praveen Yogi. Je travaille pour l'Industrie Canada, mais je pose ma question. Docteur Gupta, une remarque, une question. D'abord, vous avez expliqué ce que la main-d'œuvre structurée, non structurée, salariée, expliquez aussi le rapport qui existe entre Bassi et Bas-Fonds, parce que Bas-Fonds, c'est peut-être un sens différent. La question est différente et vous l'avez effleuré. En Inde, 935 millions de téléphones cellulaires et si notre projet va bien, à ce moment-là, est-ce que
La combinaison de ces facteurs permet une solution où une partie de l'économie clandestine en matière d'entreprise et de main-d'œuvre peut devenir une industrie non clandestine. En fait, c'est ce que j'essayais de dire plus tôt. Pour que l'économie ne soit plus clandestine, il faut un activisme assez administratif. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont mis beaucoup d'espoir et dans un projet qui n'a pas donné de résultats. Je me suis rendu compte bien récemment que la plupart des banques, même banques des secteurs privés, n'acceptent pas la carte. Il y a une carte qui s'appelle IDA Card. J'en ai une, elle n'accepte pas. On dit cette carte-là, ça ne suffit pas puisque ça n'a pas été vérifié et ainsi de suite correctement. Pas suffisant. Alors, j'ai cette carte du gouvernement de l'Inde, mais le bureau du gouvernement, il n'y en a pas un seul qui peut l'accepter. Alors, à quoi ça sert? Parce qu'ils ne font pas confiance la banque en particulier ne fait pas confiance à la façon dont cette carte a été fabriquée, ne font pas confiance aux personnes qui ont dû faire la vérification des antécédents. Alors, jusqu'à présent, ça ne donne rien. Mais comme j'ai dit aux personnes qui ont commencé cette carte, ils veulent donner cette carte à chaque Indien, pas chaque Indien, chaque personne qui habite en Inde devrait avoir cette carte-là. Les pauvres veulent la carte de façon plus désespérée que moi, parce que pour eux, c'est la seule identité qu'ils ont. Moi, j'ai un passeport, j'ai un permis de conduire, mais c'est la seule carte que les Indiens pourront avoir. C'est important pour obtenir un emploi. Alors, je crois que cette carte ne devrait pas uniquement être utilisée pour l'identité, mais doit être utilisée pour avoir accès aux services sociaux et ceux auxquels on a droit par la loi, alors l'assurance emploi et ainsi de suite. On devrait pouvoir accès à cela, mais malheureusement, ça ne fait pas partie du projet et ne ferait pas partie du projet parce que le gouvernement de l'Inde ne voit d'un mauvais œil l'assurance maladie, l'assurance emploi universelle. Je m'appelle Dirk Colati, recherche de l'indépendant ici. Vous avez mentionné les efforts que font les parents pour envoyer leurs enfants à l'école. 55% qui veulent que les enfants assistent à l'école privée. Lorsqu'on compare, lorsque vous parlez de développement et de croissance et que vous utilisez l'exemple du monde occidental, il y a quelque chose de flagrant en ce qui concerne les priorités du gouvernement. Depuis 40-50 ans, dans le monde occidental, les gens envoient de 90% des gens envoient les enfants à l'école publique. En Inde, c'est le volet privé qui augmente et aussi les dépenses en matière de santé. David Malone vient de mentionner que vous faites partie du conseil RBA. Pensez-vous que ce sont les deux domaines où on a fait fausse route? Le gouvernement doit dépenser beaucoup d'argent dans ces deux domaines. Oui, je suis d'accord avec vous. Et je crois la raison pour laquelle le gouvernement de l'Ouest, ce n'est pas parce qu'on a des écoles privées de la santé publique qu'ils ont fait, mais c'est parce qu'ils ont l'éducation universitaire et la santé publique. J'ai expliqué à des amis un peu plus tôt, si vous avez l'éducation et la santé pour les pauvres, alors on tient pour acquis que ça n'existera pas. Parce que j'y crois, parce que j'ai beaucoup profité du système de santé au Canada. Ma femme a été gravement malade ici et j'avais une carte de $9. J'étais à l'Université de Toronto et elle a reçu tous les traitements nécessaires. Je n'ai pas dû déverser une somme supplémentaire. Les meilleurs soins médicaux en Inde
Lorsqu'on va voir un médecin, il faut toujours payer. On n'est pas sûr d'en avoir pour son argent non plus. Mais à moins d'avoir éducation et santé universelle, vous n'aurez pas éducation et santé de qualité. On a la santé pour les pauvres et l'éducation pour les enfants pauvres. L'école publique demeurera une institution, une pièce d'éducation en matière de performance. Nous avons des hôpitaux publics où le traitement est gratuit, mais c'est en théorie parce que le médecin, c'est gratuit, mais les gens ne sont pas couchés sur le plancher. On n'a pas de lit, mais 72 des dépenses en matière de santé, c'est à cause des médicaments. Pour acheter les médicaments, ce qui n'est pas gratuit, 77 de toutes les dépenses médicales. Vous devez débourser de votre poche. Troisième en importance après l'Irak et le Pakistan. Et ces deux pays ne devaient pas être des modèles à cet égard. Alors voilà la mesure du problème. 39 millions de personnes s'endettent tous les ans à cause de maladies. Il y en a qui ne vont pas chercher de l'aide médicale parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. On ne peut pas parler de démocratie à moins que cela existe. Alors, à mon avis, la démocratie est logique, complète le cercle de la citoyenneté. Et je dois vous dire que d'après moi, avec certaines organisations au pays, il y a on semble penser de cette façon, mais c'est une inertie politique qu'on doit surmonter. J'aime être optimiste, même si personne me disent que je suis pessimiste. Je pense que si on continue de faire pression, que la résistance politique va s'estomper parce que ça vient de niveaux assez élevés. Je fais confiance à l'avenir. Merci. Moi, j'enseigne dans un département universitaire. C'est la première fois que j'entends un sociologue parler de caste. Donnez-moi une chance. Bon, j'ai l'impression aussi que c'est la première fois que je vois un sociologue qui est à la Banque de réserve. Dans votre histoire de l'Inde, vous n'avez pas dit ce qui arrive aux castes dans le cadre du mouvement migratoire. Alors, vous allez faire une grande erreur ici, en posant cette question. Autre chose aussi, dans votre statistique sur le développement et la migration, il y a des millions qui sont tués par le gouvernement. Il y a la mafia de l'exploitation minière, des mineurs, alors qui ne sont pas déplacés, simplement éliminés. Bon, permettez-moi d'essayer de répondre à votre question. D'abord, votre première question. Si vous pensez à ce que je viens de vous dire, notamment que le village n'est pas le lieu où les gens veulent planifier leur avenir. Le soutien qu'on trouve dans un village ne pourra pas vous aider à l'avenir. Il n'y a pas assez d'assises solides. La raison pour laquelle les castes fonctionnent si bien dans les villages, c'est parce qu'il y avait une seule personne dans le village qui dictait les choses. Il contrôlait les meilleures terres et avait beaucoup d'influence sur la population. Il donnait des fiefs aux gens où ils pouvaient vivre et travailler pour eux. Et maintenant que ces grands propriétaires fonciers sont partis et qu'il n'y a que des petites fermes familiales, les descendants des grands propriétaires fonciers sont des agriculteurs de taille moyenne, mais qui ne peuvent pas embaucher des gens sur une base stable. Donc, l'influence de cette oligarchie passée est disparue. Ça n'existe plus. Et étant donné que c'est disparu, le système de caste qui avait été mis de l'avant auparavant, il y avait une hiérarchie auparavant, mais les choses ont changé désormais car les populations assujetties à l'époque ont
ont assumé l'autorité de la caste supérieure et depuis les années 80, vous allez voir que la dépendance économique est amoindrie et n'existe plus maintenant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a l'influence de cascade de cette politique de caste, politique un peu arriérée, parce que les castes les plus basses disent si vous ne pouvez pas nous donner de travail, on ne prend pas d'ordre non plus. Donc, le système de caste est disparu. Il n'est plus. Il y a maintenant simplement une identité de caste. Les gens ont encore cette identité et il y a beaucoup de contradictions maintenant entre les différentes versions de l'identité de caste. Bon, j'appartenais à telle caste dans le régime précédent, numéro 7, mais je crois vraiment que je suis le numéro 1. Comme ce système n'existe plus, je peux dire maintenant que je suis numéro 1. Alors, c'est presque symbolique maintenant, cette question de caste, ce qui n'existait pas auparavant parce que le système ne fonctionne plus, mais les identités demeurent. Et on ne peut pas comprendre cela à moins de comprendre comment la structure politique a évolué. Ce n'est pas à cause de la démocratie. Si le village n'avait pas changé, ça ne se serait pas produit. C'est parce qu'il y a eu vraiment une transformation à la base même des villages que tous ces autres changements sont survenus dans l'ordre des castes. Et maintenant, au sujet de la migration, pendant longtemps, on reconnaissait que les migrants ne pouvaient pas aller vers le sud. Les Indiens n'allaient pas vers le sud à cause des obstacles culturels. Et c'était plus ou moins vrai. Mais en 2001, toutefois, quand j'étais à Piropo, j'ai trouvé bien des gens là-bas. J'ai dit, quand êtes-vous venus? Et ils ont dit, il y a 6 mois. Quand je suis retournée en 2004-5, c'était devenu une grande collectivité. Donc, les gens de partout en Inde, de groupes tribaux ou non, allaient partout, à Surat, Wapi. Il y a des gens de tribus qui travaillent aussi dans des unités de fabrication en ville. Alors, on les trouve partout. Et l'endroit que je connais bien, Charkan, la migration se fait par saison. Entre les Charkan et Yupi, ces mouvements migratoires saisonniers sont impressionnants à cause de la sécheresse, des inondations, etc. Alors, à Barchop, il n'y a qu'une seule culture. Et si vous y allez en hiver, vous avez l'impression d'être dans le désert parce que la culture de riz n'a pas été recueillie. Il n'y a que des tiges jaunes qui sont visibles. Mais en fait, on ne cultive que du riz une seule saison, c'est tout. La saison suivante, ils se cherchent des emplois ailleurs. Donc, le déplacement, ça, c'est une autre chose. Les tribus, les non-tribus sont touchés de la même façon, mais les tribus ne représentent que 7% de la population. Alors, le nombre de tribus touchées est vraiment quand même tragique. Ensuite, la réadaptation n'existe pas. Vous avez entendu parler du scandale du charbon. Savez-vous que on peut me donner un bloc de charbon à moi, un lopin de terre où l'on trouve du charbon. Mais les gens sur le dessus, par contre, sont influencés. Mais le gouvernement ne s'occupe pas de ces gens. Donc, il faut leur donner des pots de vin ou simplement les chasser. Ni l'une ni l'autre option n'est bien bonne. Alors, c'est un problème. Mais je dois dire aussi, en passant, que parce que j'ai été là assez longtemps, j'ai aussi examiné le phénomène maoïste. Et je peux vous dire, et je vous le dis à vous, quand j'étais au gouvernement, ce phénomène dans ce secteur n'est pas vraiment le maoïsme, c'est en fait le pire capitalisme qu'on peut trouver sur Terre. Parce que dans cette partie de l'Inde, qui traverse toute l'Inde, la ceinture tribale, agriculturement, ce n'est pas très bon. Le sol n'est pas bon, trop sec, alors il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a jamais eu de propriétaire foncier, ni même d'économie de paysans.
Alors, il n'y avait pas d'économie régulière, il n'y avait pas de grands propriétaires fonciers ni de paysans comme on trouve ailleurs. Alors, dans ce secteur, il n'y a jamais eu d'étoiles du cinéma, de grands industriels. Personne ne vient de cette région. Cette région est plus ou moins opaque au reste des Indiens. Alors, il y a deux conséquences naturelles qui s'en suivent. D'abord, les pires personnes s'en vont là-bas pour faire des affaires, pour brasser des affaires, parce que le sol est très riche. Donc, ils s'en vont là-bas et les politiciens qui veulent se sauver de la loi vont là également. Et c'est ce jumelage, si je puis dire, qui mène à ce maoïsme. En fait, la plupart des maoïstes exproprient les autres, sont des gens qui comment on appelle, qui cherchent simplement de l'argent. Et c'est ce qu'ils font à Chatham. J'y suis allée. Je ne suis pas allée à Chester, mais je ne peux pas vous en parler. Mais dans ces deux autres secteurs, j'ai des faits en main qui montrent que les affaires maoïstes dans le secteur ne sont que des couvertures vraiment parce que tous ces gens, y compris les officiels du gouvernement de Bahran, si je peux dire, se tirent très bien d'affaire. Alors, je pense que les tribus de l'Inde cherchent à améliorer leur sort comme tout le monde. Et les gens de cette région ne sont pas axés sur la terre autant. Les tribus sont vraiment beaucoup comme nous, mais n'ont pas les mêmes possibilités. Un journaliste de la BBC est allé dans ce secteur où il y avait des déplacements, et c'est un fait qui aurait dû être publié aussi. Ce journaliste de la BBC a dit à la tribu de dire quelques mots. Je ne quitterai pas le sein de ma terre maternelle. L'homme l'a dit, il a pris sa photo et ça a été publié dans tout le monde entier. Alors, ces tribus ne vont jamais quitter la terre, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Il ne faut pas... il faut penser que les tribus et autres non-tribus sont confrontés à un avenir qui est loin d'être rose. Et si vous êtes au bas de l'échelle, il y a d'autres castes qui ont des liens politiques, mais pas ces tribus. Merci. Monsieur, soyez bref, car nous devons conclure. Je travaille au CRDI. Vous avez décrit des processus sociaux fascinants. Alors, ma question est la suivante. Ces processus sont-ils le résultat de politiques contrôlées ou était-ce simplement organique? Est-ce que ça devait arriver? Vous avez décrit des processus sociaux en Inde. Et ma question est la suivante. Comment se fait-il? Est-ce à cause de politiques qui ont été adoptées ou un acte de Dieu ou enfin... Oui, je pense que les politiques avaient un rôle à jouer parce que les politiques d'abolition des grands propriétaires fonciers aussi, et si nous n'avions pas eu la politique de la réforme agraire, eh bien, je pense qu'on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. On aurait encore les anciens contrôles sur les villages qui ont créé le système de caste au pays. Mais à cause de ces changements importants au niveau des politiques, qui n'avaient pas toujours été prévus par les politiciens d'ailleurs, comme la politique de l'abolition sur les grands propriétaires fonciers n'a pas vraiment fonctionné parce que les gens ont trouvé moyen de contourner le tout. Mais ce qui a bien fonctionné, c'est que l'autorité juridique qu'avaient autrefois les grands propriétaires est éliminée. Et avec le temps, la démographie s'est occupée du reste. On ne pouvait pas faire cesser les pressions sur la taille des familles qui grandit tout le temps et les terres qui demeurent de la même superficie. Autre chose qui est importante, c'est qu'il y a eu une ouverture de l'économie
qui nous a fait accorder plus d'attention au marché de l'exportation, beaucoup plus qu'avant. Alors, sans cela, je pense que tout ce dont j'ai parlé, l'immigration vers les petites villes, l'explosion des industries familiales, ce genre de choses ne serait peut-être pas survenu. Le développement des bidonvilles, les emplois d'un certain type, tout cela ne serait sans doute pas arrivé. Mais j'ajouterai encore une chose, que bien que les petites villes grandissent et que les grandes villes se stabilisent, quand le ralentissement économique est arrivé, pourquoi est-ce que les gens se sont dirigés vers des petites villes? Je vous donne la réponse parce que vous allez voir que même s'il y a eu une perte d'emploi à Bangalore, Bombay, Delhi et Calcutta, entre 14 et 23 de perte de travail dans les emplois administratifs. Les emplois ont augmenté et dans la région de Punjab, 64 Lucknow, 54 là-bas, 127 d'emplois administratifs. Alors, que disent les entrepreneurs? Non, on ne veut pas de diplômés d'université. Non, on veut des gars ordinaires qui peuvent des manœuvres, quoi, qui peuvent faire un travail de tous les jours. Je ne veux pas quelqu'un qui sait parler anglais et qui est bien intelligent. Je veux simplement quelqu'un pour faire les petites tâches pour moi. Merci. Une chose qui est ressortie de la présentation d'aujourd'hui et aussi d'une discussion qu'on a eue un peu plus tôt avec Deepankar, c'est la complexité de la vie dans un pays comme l'Inde, parce que c'est un pays qui a la taille d'un continent, en tout cas la population, d'un sous-continent en tout cas. Et ensuite, où vous êtes né est important en Inde. C'est une question de chance, bien sûr, mais si vous êtes né dans un État qui est très pauvre, en milieu rural, votre vie sera bien différente que si vous êtes né dans un État prospère et riche. Vous avez parlé des pauvres et des riches, et ce qui m'a frappé, c'est que bien les choses que l'on trouve remarquables par rapport aux pauvres en Inde, ils tiennent cela pour acquis. En fait, ils oublient même d'en parler. À un moment donné, j'ai rencontré des gens d'un village dans un État riche de l'Inde. Les villages indiens sont très grands comparativement aux villages européens qui sont dépeuplés maintenant. Donc, ce village que j'ai connu peut compter bien plus de 1000, parfois 2000 personnes. Et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient et j'ai eu toutes sortes de différentes réponses à différents moments et je me demandais pourquoi ils s'inventaient des réponses. Mais plus j'écoutais, plus je me suis rendu compte qu'ils faisaient tout ce qu'ils disaient, qu'ils ne mentaient pas, qu'ils faisaient différentes choses à différents moments et ainsi cumulaient un revenu et oubliaient eux-mêmes de tout ce qu'ils faisaient, quoi. Si vous leur demandez une question bien simple et bien directe, on vous donne une réponse simple et si vous n'insistez pas, cela peut vous induire en erreur. Alors, en ce sens, je pense que l'Inde doit être le paradis du sociologue parce que tout en superficie paraît mystérieux. Alors, élucider ce mystère, je pense, doit être vraiment très enthousiasmant parce que d'expérience personnelle avec quelques personnes seulement, j'ai trouvé cela vraiment enthousiasmant, moi, d'en apprendre sur leur vie. Et l'Inde est vraiment le cumul de tous ces millions de vies. Alors, Deepankar, merci tellement d'être venu aujourd'hui partager avec nous sur ce sujet que vous avez choisi. Vous auriez pu en choisir bien d'autres, bien sûr, mais nous sommes vraiment très, très reconnaissants.